Okay, good morning. I think we're ready to get started. Good morning Bonjour, nous sommes prêts à nous y mettre ou bon après-midi en fonction de là où vous vous trouvez. Je m'appelle Tom Spangler et je suis le directeur ici chez Save the Children avec ma collègue. J'aide à soutenir le travail. Nous voulons vous remercier d'avoir pris le temps de votre horaire très occupé de vous joindre à ce webinaire. Et avant de d'y passer, je vous donne des instructions. Nous vous donnons une possibilité d'avoir l'interprétation et vous cliquez en bas de l'écran sur le globe et vous choisirez soit l'anglais, soit le français. Une fois que vous êtes dans la chaîne, vous pouvez choisir d'entendre la langue d'origine, l'audio d'origine, ou bien d'entendre le français tout seul sans avoir à entendre la langue d'origine. De cette façon, vous n'entendrez que le français. Mais si vous voulez entendre les deux à la fois, vous ne cliquez pas sur Mute Original Audio, c'est-à-dire mettre sur silencieux l'audio d'origine. Veuillez bien vous introduire sur le chat votre nom et vous verrez ici dans notre diapo et nous voulons vous encourager à ouvrir ce lien pour donner des feedbacks pendant le webinaire et des commentaires. Nous allons expliquer un peu mieux comment ces diapositives marchent. Dernièrement, si vous avez des problèmes techniques pendant l'événement, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Et un de mes collègues, Real, vous verrez la désignation Real dans le chat. Par exemple, Maya Personne ou Kerry Nachar vous aidera. Pour les personnes où Zubeida est aussi de Réal. Je vais vous expliquer que l'événement est organisé aujourd'hui par un consortium qui est financé par l'USAID. Ça a été établi pour répondre aux grandes demandes parmi les parties prenantes pour un soutien rigoureux dans les zones de renforcement des capacités liées à la résilience. Ceci a été implémenté par Save the Children et Tango International. Et vous pouvez en attendre plus sur notre page web fsmnetwork.org réal. C'est mon plaisir de vous introduire les présentateurs d'aujourd'hui qui représentent Food pour les Tsipora Muroro, qui est la manager de Cluster Buri et la conseillère technique au Kenya. Alex Moura, qui est le directeur de programme pour Food for the Hungry. Lorraine Woodside, c'est la gérante de résilience et de réponse humanitaire. Claire Boswell, c'est la conseillère technique principale. Et Marie de Kosker, c'est la directrice mondiale de changements sociaux et de comportement. Donc, merci de votre magnifique travail et partenariat pendant les dernières années. Sur ce, je suis contente de passer le micro à Lorraine pour commencer. À vous le micro, Lorraine. Good morning and perhaps good afternoon. We're really glad Bonjour ou bon après-midi. Nous sommes heureux d'être avec vous, de partager sur les recherches et les pilotes que nous avons fait autour des alertes précoces pour une action précoce. Je vous rappelle tout le monde qu'il y a des codes QR. Vous pouvez aller sur ce lien également, sur le lien qui est mentionné sur l'écran, araslides.com-EWEA. Allez-y pour pouvoir commenter pendant la présentation. Pour commencer, je veux vous partager cette citation, puisque l'alerte précoce est importante. Pardon, mais elle ne fonctionne que si elle débouche sur elle mène à une action des communautés. Elle doit atteindre le dernier mètre, le dernier kilomètre. Ne suffit pas. Il y a l'objectif
de l'alerte précoce et d'aider une action précoce pour atténuer les impacts d'un grand danger. Mais dans beaucoup de contextes, ces systèmes existent, mais ne mènent pas toujours aux actions d'atténuation que nous espérons voir, surtout sur les plus vulnérables. Ceci dit que la destination va nous aider à y arriver, mais ça aussi indique que nous n'y sommes pas tout à fait encore. So when FH started to work with Real, we Donc, really wanted FH a commencé à travailler avec Real. Nous voulions savoir comment les alertes précoces allaient marcher. exploring the history and current state of early warning systems. Our research included 295 peer-reviewed journals, 62 Nous avons eu beaucoup de médias qui sont sortis à ce sujet. Ce que nous avons trouvé historiquement, les systèmes d'alerte précoce avaient une approche technocratique en se concentrant sur le danger et les données qui y sont liées, qui préparent à des activités de préparation et d'action précoce. Et s'ils se concentraient à fournir des informations au gouvernement pour les informer avec moins d'efforts pour se concentrer sur les personnes impactées par les dangers. Au fil du temps, les systèmes d'alerte précoce se sont étendus en-delà des phénomènes naturels en incluant d'autres éléments. Et lorsque notre compréhension du désastre a changé et elle est devenue plus centrée sur les êtres humains. Et ceci a aidé à améliorer la qualité des informations rassemblées et analysées pour s'assurer qu'il y avait une inclusion des participants de la population impactée à différents moments dans le système pour améliorer la dissémination des informations et pour aider la population qui était impactée. Pour l'objet de les fins de notre recherche, nous avons résumé ceci dans le cadre ici. Le point ici est le danger et les données liées au danger. Et les messages d'alerte les informations passent au message, l'activité de préparation et l'action rapide ou l'action précoce. Et chaque étape du système d'alerte précoce, les personnes sont engagées de façon qui aide à améliorer le système et le genre d'informations qui sont recueillies et comment le message est envoyé. Cette approche se concentrer sur les personnes ont aidé les systèmes d'alerte précoce à devenir plus efficaces pour préparer produire des actions de préparation par la communauté, par les acteurs. Il y a beaucoup d'exemples tels que les vies sauvées au Bangladesh dues aux systèmes d'alerte précoce qui ont mené à des plans d'évacuation. Donc, c'est très bien, ceci est très bien documenté. Donc, il n'y a pas d'action dans tous les contextes. Pourquoi est-ce le cas? Que pouvons-nous pour pouvoir améliorer les systèmes d'alerte précoce? Si, en fin de compte, les systèmes d'alerte précoce doivent mener à une action ou à un comportement, nous nous sommes demandé comment est-ce que l'approche socio-comportementale peut améliorer. Et sur ce, je vais passer la présentation à la prochaine personne qui va en parler un peu plus du point de vue de la recherche. Ça, c'est la grande question que nous avons commencé à poser. Comment est-ce qu'une approche socio-comportementale peut apporter? Et comme Laura l'a mentionné, ce que nous avons trouvé dans les documentations, les systèmes se sont concentrés surtout sur le danger et
communiquer le risque du danger à la population impactée. Dans certains cas, l'avertissement ne comprenait pas une recommandation de comportement. Ceux qui ont vécu aux États-Unis depuis le 11 septembre ont pu reconnaître ceci. Donc, c'était ils nous ont, les avertissements ont été là, mais ils n'ont jamais dit qu'est-ce qu'il fallait faire à ce sujet. Il n'y avait jamais d'appel à l'action. Donc, la perception du risque n'est pas assez pour susciter l'action. Nous avons besoin de plus qu'une perception de grands risques. Ceci mène, s'il n'y a pas de perception de risque, de quoi s'agit-il? Les sondages et les documents que Lorraine a mentionnés, la réponse, c'est que ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte, de la population. Nous avons vu des thèmes en commun sur beaucoup d'études. Ces études ont appliqué plusieurs théories de comportement. Nous n'allons pas y passer maintenant, mais si vous regardez la documentation plus tard sur les détails de ces théories que nous avons passées en revue, je vais en mentionner quelques choses à ce sujet, quelques détails. Ça semble être plus commun. Ce sont les bénéfices perçus de l'action. Ce n'est pas lié au système d'alerte précoce, c'est intéressant, mais tous les bénéfices euh, aux acteurs. Donc, la première, c'est la confiance. Est-ce que je fais confiance aux personnes qui me disent de faire ceci? La documentation dit qu'il y a beaucoup plus de chances que la personne fasse confiance aux personnes personnellement, qu'elles connaissent personnellement plutôt que d'experts, même si cette personne qu'elles connaissent n'a pas vraiment de connaissances spécialisées. Alors, une autre question, c'est puis-je faire cette action? Est-ce que cette situation est sous mon contrôle? Et donc, nous voyons le fatalisme en tant qu'une grande barrière pour passer à l'action. Les barrières qui sont perçues ou le manque de ressources. Donc là, il faut voir les barrières sociales et le militantisme. Oh, l'efficacité est aussi importante. Ça a affaire à savoir si oui ou non, je crois que cette action va m'aider à me protéger du danger. Est-ce que ça va marcher? Si je me fais vacciner, est-ce que ceci va me protéger de la COVID? La dernière que nous avons souvent vue, c'est un sens d'appartenance à la communauté et qui est relié à des comportements qui appellent à une action en commun. Donc, ceci sont les réactions que nous vous voyons souvent et elles ne sont pas certainement pas exclusives. Et tout ceci est très contextuel. Donc, pour que tout le monde puisse bien comprendre ceci et l'illustrer, nous allons faire une étude de cas que nous avons basée sur un journal très intéressant inclus dans la revue de la documentation. Je vais lire cette étude de cas. Je vais essayer de le faire lentement pour le bénéfice des interprètes et après nous allons y réfléchir et pour voir comment une approche socio-comportementale peut évoquer le comportement de la population impactée. Alors, Noire est une jeune mère de 3 personnes en Indonésie. Elle était juste un enfant lorsque le tsunami de 2004 s'est passé, mais elle le rappelle bien. Elle sait qu'un tremblement de terre peut mener à un tsunami qui est très fatal. Elle et son mari sont conscients du besoin d'évacuer en cas de tremblement de terre et ils sont prêts. Ils savent que depuis les années, depuis le tsunami, le gouvernement a bâti des bâtiments d'évacuation pour le tsunami. La photo en bas à droite et c'est l'un des bâtiments à cet effet.
lorsqu'un grand tremblement de terre, il y a s'abat, la dame est toute seule pour s'occuper de ça avec ses 3 enfants parce que son mari n'est pas là. Elle n'est pas sûre si elle devrait aller au bâtiment d'évacuation ou de s'échapper dans les terres aussi loin que possible. On lui dit d'aller au bâtiment d'évacuation, mais tous ses voisins, y compris ses beaux-parents, lui conseillent d'aller aussi loin de la côte que possible. Alors, nous allons nous poser des questions à ce sujet de ce scénario. Premièrement, c'est une question très basique. Que pensez-vous que Nour a fait? Si vous avez déjà joigné, vous êtes déjà joint au AHAS diapositive, sinon, vous pouvez toujours le faire. Que pensez-vous que Nour a fait en fin de compte? Comment se passe-t-il la participation? Est-ce que tout le monde s'est joint? Est-ce que nous devons attendre que les personnes se joignent à la présentation? Les gens sont encore joignent. Nous avons encore d'autres personnes qui se joignent et il y a 13 votes. Donc, nous allons vous donner quelques petites minutes de plus. Voyons voir ce que vous avez pensé. La plupart d'entre vous avaient pensé que Nour s'est probablement évacué dans les terres. Dans l'étude qui a été effectuée en 2012, 8 ans après le tsunami d'origine, où il y a eu un tremblement de terre qui a suscité une réponse d'évacuation. Donc, les chercheurs ont pu rechercher. Il n'y avait pas de tsunami qui a découlé de la tremblement de terre, mais ils ont quand même pu rechercher le comportement. Ils ont trouvé que seulement un quart de la population s'est servi des tours d'évacuation. Les bâtiments verticaux d'évacuation. 75% des personnes ont essayé de s'évacuer dans les terres. Tout le monde s'est évacué, mais un petit pourcentage a pris le conseil des officiels et le reste est allé dans les terres, dans l'arrière-pays. Alors, voyons voir une petite question un peu plus difficile. C'est simplement ce que vous en pensez, votre opinion. Donc, tous ces facteurs de détermination ont influencé le comportement de nous. Lequel a plus d'influence? Est-ce que c'est la croyance qu'un tremblement de terre peut causer un tsunami? La croyance que le tsunami est dangereux? Est-ce que c'est la confiance dans les officiels? Est-ce que la conscience ou la connaissance qu'il y a un bâtiment d'évacuation, comment y arriver? Est-ce que c'est parce qu'elle croit que le building d'évacuation est un endroit sécuritaire ou est-ce que c'est la confiance dans les amis et la famille? Alors, réfléchissez quelques minutes à ces facteurs de détermination et vous pouvez voter sur lequel vous pensez être le plus critique dans cette situation. Donc, à nouveau, les facteurs décisifs ou les facteurs déterminants sont la croyance que le tsunami. Nous voyons que nous avons à peu près la moitié des participants. Pour clarifier, si vous regardez dans le chat du Zoom, vous trouverez le lien au diapositive que vous pourrez ouvrir dans votre propre navigateur et suivre les questions et répondre au sondage. Nous aurons plus d'occasions d'interagir et de partager vos pensées, donc n'hésitez pas à vous joindre à nous et nous dire ce que vous pensez. Si vous avez besoin que et toutes vos réponses sont anonymes, donc ne vous en faites pas. Il n'y a pas de réponse bonne ou fausse, vraie ou fausse, donc ne vous en faites pas. Donc voici les résultats. Donc quelques personnes ont dit que le tsunami, croyance que le tsunami est dangereuse,
conscience du bâtiment, le bâtiment est sûr. La plupart ont dit que c'était la confiance dans les amis et la famille. Ça, c'était une des choses les plus intéressantes sur cette étude. Les deux premières options, la conviction qu'un tremblement de terre peut causer le tsunami et que le tsunami est dangereux. Donc, ça, ce sont deux composantes de la perception du risque. C'était très élevé dans cette population parce que tout le monde avait vécu le tsunami de 2004. Donc, il n'y avait pas de variation dans la perception même du risque dans les différentes destinations d'évacuation. Les personnes qui sont allées dans les tours ou dans l'arrière-pays ou horizontalement n'avaient pas de différence dans la perception du risque. Nous voyons que ça n'a pas vraiment influencé là où ils se trouvaient, où ils allaient. Ce que nous avons vu le plus dans cette étude, c'est le facteur de confiance ou d'influence sociale était le facteur le plus important quand ils ont posé la question aux personnes et moi et mes amis, c'était mes amis, ma famille, mes influences sociales, c'est eux qui m'ont encouragé à aller dans l'arrière-pays ou à me servir des bâtiments d'évacuation. Ils ont trouvé que l'influence des officiels n'avait aucun impact sur la destination et les choix d'évacuation. Donc, ce sont les deux plus grands points que nous voulions mentionner dans cette étude. Comme nous l'avons dit avant, la perception du risque est importante, mais elle ne détermine pas l'action, qu'il n'y a pas d'influence sur si les personnes ont suivi les recommandations d'évacuation ou pas. Et deuxièmement, l'influence sociale est extrêmement importante. Les personnes sont plus à même d'être influencées par leurs contacts proches que par les officiels, même si cette personne est une experte par rapport à vos contacts qui ne le sont pas. Pour beaucoup d'entre nous, ceci vraiment résonne quand nous passons par la pandémie de la COVID, nous voyons ceci fréquemment. Nous faisons confiance aux personnes que nous connaissons par rapport à l'épidémiologue que je ne connais pas. Sur ce, je vais introduire le nouveau cadre proposé que nous avons développé sur la base de cette nouvelle documentation. À nouveau, c'est notre réponse à la question sur comment l'approche socio-comportementale peut améliorer les systèmes d'alerte précoce. Vous verrez sur cette diapo, vous pouvez obtenir plus d'autres détails dans la documentation même. Et si vous regardez ce cadre, il y a certaines des mêmes étapes qui étaient dans le cadre se concentrer sur la personne que Lorraine nous a montré, mais nous en avons ajouté quelques-uns dont nous pensons qu'ils sont très importants. Je veux souligner deux rapidement. Premièrement, la première étape, c'est d'identifier les actions précoces et les déterminants de comportement. Il nous faut vraiment savoir quels sont ces comportements recommandés et quels sont les obstacles et quels pourraient être les permetteurs pour que les personnes passent à l'action. Et je veux aussi souligner l'étape numéro 4. Nous recommandons aller en-delà de simplement faire la promotion d'un comportement. C'est important, mais en fonction du contexte dans la situation, nous pouvons des façons dont nous pouvons aussi soutenir ce comportement. Ça pourra peut-être être lié aux déterminants que vous avez découverts, mais s'il y a un manque de ressources ou de barrières que nous pourrions briser, nous devrons soutenir ceci également. Alors, sur ce, je vais passer le micro à Alex Morin, notre directeur de programme, et il nous va parler un peu plus du contexte où nous avons piloté l'étape numéro 1 au Kenya, et c'était en particulier critique au Kenya du fait de l'enjeu d'identifier quels étaient ces comportements recommandés étaient. Alors, allez-y, Alex, à vous le micro. Merci beaucoup. Et comme vous l'avez mentionné, le contexte est important. Donc, je vais partager brièvement au sujet de notre outil. Nous l'avons fait dans un endroit qui s'appelle Marsabit, au nord du Kenya. Marsabit était le grand comté du Kenya en termes de masse, mais avec une population de 459 000 personnes. Donc, c'est
Vraiment, c'est pas beaucoup populé. Et du fait d'années de sous-développement, ça veut dire que l'accès aux prestations est très bas dans des régions où il n'y a pas beaucoup d'indicateurs de développement humain. Le changement climatique a eu un impact sur la population de Marsapit et s'est montré par un des cycles plus longs de sécheresse. Ceci s'est passé presque tous les 3 ans. La dernière sécheresse, c'était 2017-2018 et il y a eu, la sécheresse a été déclarée urgence nationale. Donc, les cycles sont plus courts, ça contribue à un manque de sécurité alimentaire, une malnutrition, euh, beaucoup de taux de malnutrition, des conflits sur les pâturages et l'eau, pardon, pour s'assurer que le pâturage se déplace d'endroit à endroit, pardon, et en fonction en plus d'une situation lamentable. Comme je l'ai mentionné, l'accès à l'eau est un grand problème. Donc, dans l'école, nous voulons faire la promotion de comportements d'alerte précoce et renforcer la fonctionnalité du marché au niveau du marché et avec le comté et le gouvernement pour influencer les politiques qui pourraient améliorer le fonctionnement du marché. Sur ce, je passe le micro à la prochaine personne pour parler des outils. Merci beaucoup, Alex. Vous voyez que nous commençons à comprendre et voir comment nous pouvons identifier des actions précoces, complémentaires et des déterminants de comportement pour aller en delà de ceci, ce qui est très difficile de faire la promotion. La plupart des ONG se concentrent, et c'est aussi, il y a aussi Twig qui se trouve dans la revue de la documentation pour vraiment comprendre le comportement des personnes vulnérables et surtout les importants contextes socio-économiques et culturels de leur perception. Il nous faut développer le dialogue bien plus en avant, en delà de l'analyse des parties prenantes et vers la participation des parties prenantes. Comme Twig le mentionne dans la direction d'une approche plus collaborative et respectueuse, curieuse et humble, d'en apprendre de la communauté et un peu moins extractive pour faire face à cette situation très complexe. Nous voulons nous servir d'actions participatoires qui sont là depuis 30 ans, mais en n'en voyant pas vraiment l'utilité dans l'espace de résilience. Si vous savez, vous pensez le contraire, veuillez bien nous en avertir. Nous ne le pensons pas. Le pilote a dit que l'action participatoire d'apprentissage dans les communautés de Guinée du Nord, le livre d'outils va être lancé dans 2 semaines. Est-ce que c'est ça, Maya? Oui, tout à fait. Vous pouvez vous réjouir de le recevoir. L'objet, c'était de voir quels étaient les comportements que nous puissions identifier qui avaient un impact sur la population impactée et développer des méthodes simples adaptées à des contextes variés pour que les agences gouvernementales et les ONG puissent se servir de cette approche. Mais parfois, nous ne savons pas exactement quels sont les comportements qui doivent être encouragés. Parfois, c'est clair, mais parfois, ça ne l'est pas. Et donc, parfois, il y en a qui sont en train de se cacher à l'air, en plein soleil. Donc, la méthodologie a identifié des comportements aux alertes précoces et comment est-ce que les outils peuvent s'adapter à cet objectif.
Nous avons testé beaucoup d'outils et vous verrez que voici le kit d'outils. Je vais en décrire brièvement 3 qui vont faire référence à la présentation. Vous aurez la chance d'en faire l'expérience. Un, c'était une photo vaut 1000 mots. C'est un outil très marrant et ça se sert de photos de personnes. Il y a beaucoup, nous avons beaucoup de photos et les personnes qui ont été interviewées, choisissent une image qui leur parle de leur situation et qui les inspire et on en parle. C'est important d'avoir des images claires et simples. Nous avons aussi utilisé des histoires de vécu qui peuvent être puissantes, avoir beaucoup de vérité et si elles sont et qui peuvent susciter des souvenirs et des émotions très fortes. Nous nous servons d'histoires fictives sur la base des situations réelles. C'est important de vérifier ces outils et de les tester avec les membres de communautés locales pour qu'ils s'assurer qu'ils vraiment qu'ils L'autre qui a le cercle de la confiance est un autre outil. C'est la confiance de la communauté et comment ces organismes et groupes ont bâti la confiance au sein de la communauté. Je vais repasser le micro à Claire qui va vous donner une chance de faire l'expérience de l'histoire en vérité. Très bien, merci. L'une des histoires dont nous nous servons dans ce pilote, et c'était l'histoire d'un pasteur qui s'appelle Gangalo. Je vais lire cette histoire comme nous l'avons fait dans le pilote, mais la question que je vais vous poser pour vous aider à y réfléchir sera différente de celle que nous avons posée dans le test même de l'outil. Le genre de questions que nous posons aux membres de la communauté liées à leur expérience semblable ou différente de la situation, qu'est-ce qu'ils ont pensé, quelles sont les actions des caractères principaux, ils pensaient qu'ils allaient le critiquer, le soutenir, quelles sont les autres actions qui étaient suggérées. Nous avons eu un guide de discussion pour mieux comprendre cette situation très réelle qu'ils vivent dans laquelle ils passent dans leur perception. Mais votre propre perception sera différente. Les 4 saisons sèches ont été très, très dures pour Galgalo et sa famille. Le père de Galgalo a parlé d'histoires de sécheresse de temps en temps, mais Galgalo a perdu plusieurs animaux à la sécheresse chaque année. La dernière sécheresse était très sévère et maintenant Galgalo a simplement 4 troupeaux. Il est forcé à emmener le troupeau de plus en plus loin de la maison pour trouver des pâturages. La tâche de trouver des pâturages est de plus en plus difficile au fur et à mesure que les modèles de pluie sont de plus en moins prévisibles. Les signes d'avertissement traditionnellement que les ancêtres de Galgalo ont utilisés ne sont plus efficaces pour prédire lorsque la saison sèche va commencer et finir. Il a entendu à la radio que le gouvernement va s'attendre à ce que la sécheresse s'empire pendant plusieurs semaines. Des clans ne s'intéressent pas à s'aider mutuellement pour coordonner les passages. Et donc, ça semble impossible de surveiller son troupeau. L'ami de Galgalo portable a entendu qu'il y a un pâturage à 7 jours de distance de là où il se trouve. Donc ça, c'était le scénario que nous avons présenté aux membres de la communauté. Pour susciter leurs expériences, leurs souvenirs et leurs réactions, nous avons simplement 2 questions pour vous. La première, c'est quelles sont les actions que vous recommanderiez à Galgalo et les personnes dans son cas? Nous avons 4 possibilités. Vendre son bétail et économiser l'argent pour essayer de reconstituer son troupeau après la sécheresse.
vendre son troupeau et migrer vers la ville dans l'espoir de trouver un emploi, aller de plus en plus loin pour trouver de l'eau et des pâturages et espérer que les informations communiquées par les amis sur le téléphone portable sont exactes et fidèles à la vérité et autres. Prenez quelques minutes pour réfléchir à ces options et veuillez nous informer de ce que vous recommanderiez à Galgalo de faire. Voyons voir ce que vous en avez pensé. On dirait que la plupart des gens ont recommandé de vendre le bétail et d'économiser de l'argent pour essayer de rebâtir. Plusieurs ont dit d'essayer de trouver d'autres pâturages. Si vous n'avez pas aimé les options que vous avez proposées, servez-vous du dernier. Et quelques personnes ont dit migrer à la cité. Nous savons que ce sont des actions dans des choses que ces personnes dans ces contextes le font déjà. Nous avons encouragé les premiers, mais comme Mary et Alex l'ont dit, nous voulons étendre un peu et chercher d'autres actions précoces que nous pouvons promouvoir et soutenir. Passons maintenant à la prochaine question pour que vous réfléchissiez un peu plus. Mettez votre chapeau de gestionnaire de programme et imaginez-vous que c'est vous la responsable du programme pour ces ONG et dû aux pluies, à l'absence récente des pluies, l'Autorité nationale de gestion de la sécheresse a publié des informations d'alerte précoce montrant que la situation se détériore en Mozambique et qu'une sécheresse est très probable. Quel serait le programme de préparation ou de réponse que vous proposeriez? Ceci, c'est une question ouverte. Vous pouvez taper votre réponse. Donc, c'est à nouveau, il s'agit là de réponses anonymes, donc n'hésitez pas à être franche. Euh, y a-t-il d'autres activités génératrices de revenus? Vous avez d'autres idées parfois, peut-être que vous travaillez dans d'autres contextes vous-même. Euh, Essayez de trouver la sagesse à partir des anciens ou et d'autres méthodes de gain, vendre le bétail et commencer à faire d'autres rechercher d'autres opportunités, informations précoces au sujet de la sécheresse et autres activités, se préparer à distribuer de l'aide alimentaire à court terme, nous faisons souvent ceci et à long terme, engager la communauté à trouver des solutions. C'est ce que, à leur moyen de subsistance, c'est ce que nous essayons de faire. Beaucoup d'activités génératrices de revenus.
gestion des ressources naturelles. Ce sont vraiment des points excellents. Je vois que beaucoup d'entre vous êtes familiers avec des contextes diversifiés. Donc, ça, c'est le problème dans lequel le FHA se trouve. Comment nous nous y prenons. Donc, nous voulions tester ces outils et voir parmi la communauté pour voir quel genre de système d'alarme précoce marche et dont nous pouvons faire une programmation étendue et utilisée au sein de notre programmation. Donc, merci à tout le monde de vos excellents commentaires. Je crois que la prochaine étape, c'est de passer au prochain outil. Marie va partager avec nous un peu le fait que l'image veut 1000 mots. C'est un outil fascinant que nous utilisons pour susciter des commentaires et des réactions de la communauté. Donc, nous nous servons de plus de 4 photos, mais ça, c'est 4 des photos dont nous nous servons au Kenya. Pardon. Vous aurez l'occasion de répondre à des questions qui ne seront pas les mêmes questions comme nous l'avons fait dans l'exemple Galgalo. Les questions que nous vous poserons à vous ne seront pas les mêmes que nous avons posées à la communauté. Alors, au vu de cette photo, choisissez une qui vous résonne en votre cœur et quand vous répondez, veuillez annoter quelle photo vous avez choisi, celle des enfants, celle des oiseaux, celle de la vache, etc. Alors, j'espère que vous avez déjà choisi votre photo. Pensez à un désastre, à une communauté qui prône au désastre au sein de laquelle votre organisation travaille et choisissez une photo sur comment vous sentez que la communauté marche en termes de désastre et pourquoi avez-vous choisi cette photo. Alors réfléchissez à quelles sont les pensées et les sentiments qu'une photo en particulier suscite en vous et vous aurez l'occasion de partager sur les diapos AHA Slide, de partager vos points de vue. Pouvez-vous montrer encore une petite seconde de plus? Ça va se montrer automatiquement, mais peut-être ça vaut mieux de répéter la question une fois de plus. Alors, quand vous réfléchissez à une communauté qui prône au désastre au sein de laquelle vous travaillez, choisissez l'une de ces photos pour nous dire comment la communauté se comporte en préparation du désastre ou quelles sont les pensées ou les sentiments que cette photo suscite. Vous pouvez taper ce qui vous vient à l'esprit. C'est simple. Donc, l'oiseau veut dire que le monde naturel s'adapte aux nouvelles conditions. Des approches basées sur la communauté sont clés pour la mise en œuvre durable d'approches résilientes à la sécurité alimentaire, l'autonomisation de la jeunesse et des groupes de soutien de femmes. Je regarde sur un deuxième écran où je peux voir en fait vos réponses. Les enfants en partie parce que nous travaillons même plus pour la jeunesse. Les images des enfants tout seuls, tout ensemble, me rappellent du CLA. Une longue route, c'est très plein d'espoir, qui représente une infrastructure améliorée, la réaction à la préparation. Pas la même qu'avant, les enfants. Les efforts sont commencés à ce sujet. La communauté doit réfléchir profondément à comment desservir et s'occuper de la génération future.
lavage, se concentrer sur la protection des actifs, la route. La plupart d'entre eux attendent de l'aide, certains travaillent. La route fournit l'accès au marché et des opportunités de moyens de transport pour les moyens de subsistance. Ceux qui sont bien préparés, les routes bien préparées fournissent un futur et construit mieux, pourront soutenir les inondations et les pluies. Donc, ceci vous donne une idée de comment cet outil suscite beaucoup de pensées et vous fait penser à beaucoup de choses. Je vais repasser le micro à Claire et à son équipe et à Tsipora pour parler un peu de l'expérience du personnel dans cet outil. Alors, voici, vous avez le micro. Merci, Marie. Beaucoup sont vraiment impatients de savoir ce que nous avons appris. Nous voulons le partager avec vous, mais nous voulions vous parler du processus et de comment ça s'est passé, l'expérience. Comme Marie l'a mentionné, ces outils sont anciens. Ils sont là depuis. Je rappelle que les ai appris quand je faisais mon étude de master. On va même pas dire combien de temps ça fait, mais nous n'en servons pas fréquemment. Nous nous en sommes servis parfois, mais pas tout. Je m'en suis servi auparavant. C'était une nouvelle expérience pour les membres de mon personnel. Et je crois qu'il s'agit là d'une leçon importante à partager ou de partager cette expérience pour d'autres ONG qui réfléchissent à cela. Donc, au sujet de ces deux outils, la raison pour laquelle j'aime partager les histoires personnelles, les histoires réelles, ça les aide à partager leurs propres histoires personnelles. Nous avons bien aimé nous servir des images. Nous nous attendions pas à ce que ça puisse les aider, mais ça a bien marché pour les aider à parler de leurs propres expériences. Je vais demander à Alex et à Tsipora d'en parler un peu plus. Je ne vais pas commencer avec Tsipora, qui a travaillé avec notre facilitateur local quand nous avons fait cette formation. Nous avions certains d'entre nous faisions la formation virtuellement, mais le groupe Kenya de Tsipora, le groupe de Kenya était sur place et Tsipora était sur place avec l'équipe pour les encadrer. Parlez-nous de leur expérience, de leurs attentes avant d'avoir entamé le processus. Quelle était l'idée? Merci beaucoup, Claire. Nous avions Fatim et des membres actifs et beaucoup d'entre eux, 9 d'entre eux, ont approché la communauté. Donc, ils font partie de la communauté. Ils sont allés à l'école là-bas. Maintenant, ils travaillent là-bas. Et nous avions des autres personnes qui ne font pas partie de la communauté, mais avec lesquelles nous collaborons. Nous avions un bon mélange de personnes. Nous avions la moitié-moitié qui étaient nouvellement employés, donc qui n'avaient pas travaillé dans la communauté, n'avaient pas usé l'outil auparavant, mais d'autres avaient déjà utilisé l'outil dans l'évaluation de communauté holistique ou d'autres sondages ou des groupes de discussion. Donc, nous avions un bon mélange de personnes avec de l'expérience dans les outils, même avec les attentes. Ils s'attendaient que nous apprenons ça et nous allons les mettre en application et c'est tout. Et d'autres ont dit, nous allons apprendre des nouveaux outils. Donc, c'était un groupe mélangé de ce genre. Ils s'attendaient également aux outils de sondage habituels qui tournent autour de concepts techniques. Il y a une façon systématique de poser les questions. Pour commencer là, faites ci, faites ça. Après, nous avons commencé à apprendre sur les outils. Il y avait une grande surprise. Certains d'entre eux étaient familiers avec les outils, mais différents lorsque c'était appliqué dans ce contexte en particulier. Lorsque nous parlons de résilience,
et de gestion des désastres. Donc, c'était différent à ce niveau. Cependant, la nature simple des outils, ils avaient l'air trop faciles, c'était fait pour un enfant. Et lorsque nous apprenions sur ces outils, nous amusions bien, nous avions un dialogue. Donc, nous nous sentions comme si nous y allons faire ces choses techniques et obtenir des bonnes données. Donc, ça, c'était aussi surprenant parce que quand nous avons utilisé les outils, ils ont commencé à réaliser que ça marche. Et leur première préoccupation, c'était, ça va prendre trop longtemps parce que ce sont des communautés qui aiment avoir du dialogue. Donc, ça va prendre tout trop long. Donc, par exemple, l'accueil prend entre 10 à 20 minutes. Donc, ces communications, ces conversations vont prendre combien de temps? Ça a été un processus d'apprendre ce quand nous allons parler aux personnes, les personnes qui ont passé par cette formation. Il y a une façon d'avoir cette conversation, de l'apprendre ensemble. Je crois que à la fin de cette formation, lorsqu'ils sont revenus sur le terrain, ils étaient aussi confortables et curieux eux-mêmes parce que parmi les personnes qui pratiquaient l'outil, ils avaient les informations où ils se réjouissaient d'avoir plus d'informations de la communauté. Donc, c'était un forum intéressant d'apprendre les outils. Nous avons beaucoup appris et nous nous réjouissons de les mettre en application. Magnifique. Merci Tsipora. Les choses que vous m'avez dit qui m'ont frappé, c'était que le personnel a pensé que les outils étaient trop simplistes au début. Ils étaient tellement relationnels, c'est que c'est comme s'asseoir pour parler, c'était différent de leur collecte de données d'auparavant. Ils ont aussi dit, vous avez dit qu'ils pensaient que les outils sont amusants. Je crois que c'est trop petit pour que vous puissiez voir la photo que nous avons sur le chat, mais c'est ce que le personnel a affiché sur leur perception des outils et l'un d'eux mentionne que ces outils sont amusants. Ils ont vraiment aimé ce processus. Ça semblait très relationnel et très détendu pour eux. C'était aussi facile à traduire. Beaucoup de temps, lorsque vous allez à la communauté, nous traduisons les outils pour que nous puissions les donner dans la langue locale. Là, ça n'a pas pris de temps à traduire. Même encore mieux, nous avons des conversations vibrantes pendant la traduction parce que tous les outils sont simplistiques et ça a rendu la traduction facile parce que ce sont des concepts de conversation de base. Ce n'est pas besoin d'aller chercher comment communiquer la signification de ceci. Donc, ça, nous avons de l'expérience à traduire les autres outils et c'était difficile. Et là, c'était facile à traduire. Ça, c'est un point très important. Nous sous-estimons souvent le défi de traduire certains de ces outils. Donc, je suis heureuse de l'entendre, de vous dire que ceci a été facile. Alex, quelques questions. Alex était avec l'équipe pendant la collecte de données et il faisait partie de ce processus et a pu observer l'interaction avec la communauté. Il va nous parler un peu. Dites-moi comment ça s'est passé de se servir de ces outils avec les membres de la communauté. Oui, je vais ajouter à ce que Zipporah vient de dire. J'ai eu la chance de visiter des communautés où nous avons mis en application l'outil dans une section agriculture et l'autre qui était au bord du désert, à l'entrée du désert. Ce sont des communautés où nos équipes ont travaillé de temps à autre, tellement de fois, et comme Zipporah l'a dit, nous savons que nous savons quelles sont les données que nous recueillons les données et nous revenons et voyons ce que nous trouvons. Mais les outils amènent un aspect très puissant et relationnel, c'est ce que la société est et ça nous aide
à susciter des conversations, des histoires et d'ajouter des nouvelles dimensions sur comment ça s'est passé et comment ça a eu un impact sur différentes personnes. Pour moi également, c'était plus personnel que simplement faire la cueillette de données ou la collecte de données. J'ai pu pas tellement du point de vue de la sagesse des anciens de la communauté, des femmes de la communauté, sur la façon dont les sécheresses se sont passées, les différents enjeux contextuels qui ont un impact sur eux, beaucoup de connaissances qui a été donnée par les aînés et par l'application des outils. Et j'ai aussi pensé que notre personnel en est ressorti enrichi et capable de voir les choses par une lentille différente. C'est pas, les outils nous ont aussi aidés à clarifier certaines choses que nous savions, mais que nous ne comprenions pas bien. L'utilisation, par exemple, des systèmes d'alerte précoces et comment nous pouvons les appliquer de façon efficace et comment le conflit a eu un impact sur Marsabit et continue d'affecter les communautés de Marsabit, même à l'heure actuelle. Donc, je dirais que c'était une expérience très enrichissante et puissante. Magnifique. Je vous ai entendu dire 2 fois enrichissant que l'équipe a été enrichie. Ça m'a frappé, c'est inspirant. J'ai aussi entendu Sipora qui a dit que ça a provoqué de la curiosité dans l'équipe et vous avez tous les deux mentionné qu'ils apprennent des choses qu'ils ne savaient pas auparavant, même s'ils travaillent dans ces communautés depuis longtemps et ça a approfondi la connexion avec les membres de la communauté et cet aspect relationnel qui est extrêmement important. Merci d'avoir partagé ceci, c'était vraiment très intéressant et très pertinent à la raison pour laquelle nous avons choisi d'utiliser ces outils par-dessus d'autres outils que nous aurions pu utiliser. Alors maintenant, voici ce que vous avez tous attendu et Marie va vous donner les découvertes que nous avons faites dans ce processus. Alors, avec certains caveats, nous n'avions que quelques jours. Nous n'avions pas beaucoup de temps pour faire le travail sur le terrain, donc une mise en garde à ce niveau, mais donc nous voulions tester et voir ce que nous pouvions apprendre. Donc, je veux revenir vers ce que vous avez dit, Alex et Zipporah. Nous avons aussi noté des changements de personnel, la perception du personnel et dans leurs attitudes lorsqu'ils ont eu la chance de faire l'expérience de l'outil. Donc, Zipporah, les facilitateurs locaux vont les mèneraient le matin et après l'après-midi. Après-midi, nous faisions une session Zoom pour entendre leurs pensées et leurs réflexions. Nous avons vu des changements intéressants dans leur niveau de curiosité et de respect au niveau de ce qu'ils apprenaient. Donc, ça peut être leur ouvrir l'esprit un peu et les enrichir. Nous avons trouvé beaucoup de nombreux comportements d'adaptation prometteurs. Je ne vais pas tous les énumérer ici, mais nous étions très impressionnés par l'ingénuité de tout le monde. Et il y avait il y en avait qui étaient holistiques, qui étaient positifs. Il y avait aussi des comportements qui ont changé au niveau des activités génératrices de revenus. Donc, tout ça, c'était intéressant. Il y avait aussi des choses négatives, telles que la vente d'une drogue qui s'appelle Quat. Les groupes d'entraide se sont fait remarquer pour pouvoir aider tout le monde à gérer pendant la saison de la sécheresse et pour pouvoir les aider à y faire face. Il y avait aussi les personnes ont dit qu'il y avait des niveaux bas de préparation, mais ils s'étaient intéressés à se préparer à la sécheresse à l'avenir et par le biais des groupes d'entraide ou d'aide, d'auto-aide. Nous avons entendu aussi parler beaucoup des sources d'information traditionnelles et le bouche à oreille semble avoir plus
de respect et de confiance de la part de tout le monde pour les systèmes d'alerte précoce. Ce n'a dit pas en gros, Paul avait posé la question, est-ce que vous pourriez généraliser ceci? Je dirais que non. Dans certains endroits, les informations officielles sont respectées et dans d'autres, non, on ne leur fait pas confiance. Tout le monde, les femmes jouent un grand rôle dans ce mécanisme pour se battre pour garder les animaux en vie et de trouver de la nourriture pour leurs enfants et beaucoup des choses qu'elles font. Leur contribution dit qu'ils auraient un potentiel pour un plus grand impact, une plus grande contribution. Ils voulaient faire plus d'activités génératrices de telles que de partage, d'avoir des petits animaux et d'échanger des animaux et de faire ce genre de décision lorsque leurs épouses ou leurs époux vont partent en voyage pour amener les bétail plus loin. Il y a aussi le conflit et la coopération, c'est un grand thème et qui est donné aux pastoralistes. Ceci ça a un impact constant sur le partage des ressources dans la communauté. Et à nouveau, la confiance. Ils ont dit que s'ils avaient très peu confiance dans leurs propres leaders locaux et les leaders gouvernementaux, les dirigeants du gouvernement et les institutions gouvernementales ne sont pas là. Elles sont là simplement quand elles ont besoin de nos votes. Mais elles faisaient plus confiance aux ONG locales. Peut-être qu'ils le faisaient pour nous le faire plaisir, mais c'est ça qu'ils ont dit. Je vais partager les recommandations développées par l'équipe à partir des grandes découvertes. Une, c'est quand il nous faut nous concentrer sur les comportements d'alerte, d'action précoce privilégiés par la communauté. Donc, soutenir, augmenter le soutien à la préparation et la réponse à la réaction des femmes à la sécheresse, soutenir les approches traditionnelles de rétablissement de la paix, de la résolution des conflits. Les femmes et les enfants sont les plus impactés par la sécheresse, d'après les histoires qu'ils ont partagées avec nous. Donc, nous voulons avoir un soutien accru aux femmes et accroître leurs opportunités de contribuer aux prises de décision des ménages et de la communauté et l'idée perçue de leurs idées et la contribution des femmes. Numéro 3, soutenir les approches traditionnelles de rétablissement de la paix ou d'établissement de la paix et de résolution des conflits. Que les ONG et les gouvernements et les entités devraient soutenir et encourager. Et numéro 4, explorer les façons d'accroître les systèmes d'alerte précoces afin de faciliter une meilleure préparation à la sécheresse et de souligner l'approche traditionnelle et l'approche par rapport à l'approche technologique et de se mettre d'accord sur il faut souligner pour aider les communautés à évaluer l'exactitude de tous ces moyens pour chercher des opportunités de bâtir des systèmes technologiques. Donc après, nous voulions essayer des petits pilotes pour des actions basées sur les prévisions. Et l'équipe du Kenya, Alex va vous en parler dans une petite minute. Ils ont fini par se servir des éléments pour les 2 et 4, la résolution des conflits. Ce sont
Ils ont pu s'engager avec les femmes et travailler sur les actions privilégiées par la communauté et une approche facilitée. Alex, dites-nous un peu ce qui se passe au niveau de ce petit pilote. Nous avons décidé sur la base des recommandations de faire un petit pilote et d'en apprendre. Donc, nous avons priorisé les efforts vers ce groupe pour préserver et renforcer le capital social et l'action collective. Certaines des étapes que nous avons prises pour évaluer, identifier les groupes dans la région cible, vous voyez la photo, et dans la partie de ce, nous avons fait dans ce cadre de regarder la composition des groupes, c'est la plupart des femmes, c'est important à savoir, pardon. Est-ce qu'elles se rencontrent régulièrement? Est-ce qu'elles économisent régulièrement? Et pour avoir. Donc, nous avons fait ça et nous avons identifié des groupes et nous avons recueilli des données de lignes de base. Et nous avons fait ceci pour deux communautés différentes pour pouvoir voir si ceci avait un impact sur fournir, pour obtenir l'aspect total de la préparation, pour la préparation à la sécheresse. Nous avons travaillé avec le ministère de l'Agriculture et du bétail et des fiches et des poissonneries. Et nous avons aussi appris sur le processus d'identifier un fournisseur. Ils ont pu contribuer au projet. Donc, ceci est en cours actuellement. Il y a les défis au niveau des conflits. Ceci a retardé les choses un peu, mais quand même, c'est en cours et nous recueillons des données et j'espère que très tôt, très vite, nous pourrons partager avec vous ce que nous avons appris. Mais le timing de l'intervention est très bonne du fait de la situation sur le terrain. À vous le micro, Marie. Je sais, ça m'a pris du temps à m'ôter le silencieux. Merci beaucoup, Alex. Nous nous réjouissons d'en apprendre plus à l'avenir. Une autre expérience de cette présentation, je me demande si vous pensez à quelque chose sur le contexte que vous pourrez utiliser, dans lequel vous voudrez utiliser cet outil, mais à quel contexte pourrait bénéficier d'une approche plus comportementale et qui identifierait des comportements spécifiques d'action précoce. Réfléchissez-y une petite minute et vous aurez l'occasion de partager vos pensées sur la AHA slide. Et avant de faire ça, je passerai le micro à Tom pour clôturer sur les activités.
experience too. So Tom, if you're ready, I'm going to hand it over to you to close us out. Tom, si vous êtes prêt, je vais vous donner le micro. Merci beaucoup. C'est bien d'avoir votre participation active. Merci, Mary. Je veux vous remercier. Ça a été vraiment super. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Je vous remercie, vous et le reste des présentateurs. Ça a été vraiment très intéressant aujourd'hui. J'apprécie beaucoup tous les exemples que vous avez offerts pour cet outil. Ça nous aide à le rendre accessible pour tout le monde. Je veux remercier tout le monde pour le compte de Réal, surtout les personnes qui ont participé et se sont servis des rares slides, des diaporamables rares. Ça a rendu la communication intéressante. Nous voulons toujours améliorer nos événements. Donc, prenez une petite minute pour donner vos commentaires sur comment ça s'est passé aujourd'hui. Je crois que vous voyez le lien dans le chat. Comme Marie l'a dit, le tool, l'outil sera à disposition très vite en anglais et en français. Et nous allons discuter des produits qui ont été offerts et discutés aujourd'hui. Donc, une copie en français ou en anglais du webinaire que vous pourrez partager avec les personnes qui n'ont pas pu venir assister aujourd'hui. Inscrivez sur le bulletin au sujet des outils et que nous allons faire développer sur Réal. Et nous invitons à vous inscrire à ce bulletin. Avant de clôturer, j'aimerais demander à tout le monde qui est encore avec nous, c'est marrant de prendre une petite photo de notre groupe. Et sur ce, je vous remercie et bonne journée à tout le monde. Veuillez bien ouvrir vos vidéos rapidement. Merci beaucoup d'être venus. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci à tout le monde. Merci. Je suis heureuse de voir certains de ces visages familiers, certains de nouveaux visages exactement. En fait, merci à tout le monde. Bonjour. Bonjour Marie. Ça fait longtemps. Ouais, vous me manquez. Oh. Vous aurez eu on pourra se voir plus tard. Aux Philippines. Oui, je suis ravie de voir le documentaire la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci.